Bonsoir. Ce que vous vous apprêtez à voir, c'est l'une des plus grosses enquêtes qu'on a réalisées sur la Fondation SCP. La Fondation SCP, c'est quoi? C'est un complexe énorme, un bâtiment qui renferme des créatures ou des choses qu'on ne sait pas vraiment classifier. Ça peut être ce genre d'observation, ou encore ce genre de choses. Commençons alors cette énorme enquête avec cette première affiche déclassifiée. Avez-vous déjà entendu parler du SCP-106? Si c'est pas le cas, laissez-moi vous présenter la première fois qu'il a été observé. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Nous sommes le mercredi 12 juillet. Deux randonneurs ont pris la semaine pour visiter et marcher dans les montagnes profondes des Pyrénées. Perdus dans les hauteurs, les deux hommes d'une quarantaine d'années étaient parfaitement équipés pour survivre durant quelques jours et appeler les secours en cas de besoin. Ils connaissaient bien la région et savaient exactement où s'arrêter et quand. Tout était parfaitement rodé. Ils campaient dans les coins les plus beaux et se déplaçaient entre chaque coin de marche en voiture. La journée du mercredi 12 juillet est chaude et sèche. Ils ont décidé de s'arrêter dans la clairière la plus proche pour se reposer et boire. Après déjeuner, ils ont pris la route. Ils devaient retrouver leur voiture aux alentours de 19h. Ils n'étaient pas pressés et avaient même prévu de visiter quelques grottes aux alentours. Tout allait bien, vous allez me dire. Une petite randonnée entre potes, tout se passe bien, rien ne pouvait mal tourner. Et pourtant, c'est pas pour rien que c'est la première affaire qu'on va traiter dans cette vidéo, car la découverte qu'ils vont faire est clairement terrifiante. C'est aux alentours de 15h qu'une odeur immonde les fit s'arrêter. Il y avait probablement un animal mort pas loin d'eux. Alors ils n'y ont pas forcément prêté attention au départ et ont repris leur marche. Mais plus ils avançaient et plus les effluves étaient fortes et désagréables. Ils approchaient d'une grotte qu'ils voulaient visiter. Et de toute évidence, le cadavre n'était pas si loin. En approchant, ils sont rapidement tombés sur des traces de corrosion sur les arbres, alors que tout aux alentours était en parfaite santé. Bizarre comme phénomène, vous ne trouvez pas? Sachez que en regardant cette enquête, j'ai découvert que je ne savais pas prononcer le mot corrosion. Voilà, corrosion. C'est là qu'ils ont une vision d'horreur. À l'entrée de la grotte qu'ils étaient censés visiter, ils découvrent un cadavre en état de putréfaction avancée. L'odeur est si forte que l'un des deux randonneurs est obligé de s'écarter pour vomir. L'autre a immédiatement attrapé son téléphone pour appeler la police, qui est venue très rapidement. Après un rapide entretien et un dépôt de témoignages, les deux hommes ont pu repartir. Alors oui, je sais pas si vous réalisez l'ampleur de cette découverte, on parle de deux mecs random qui font une visite dans une grotte et qui tombent nez à nez sur un cadavre humain. Bizarre, n'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, rien en rapport avec la Fondation SCP, rien de surnaturel, alors pourquoi est-ce qu'on en parle dans cette vidéo, hein? Eh bien, messieurs, dames, ce cadavre cachait un secret bien plus sombre, et vous allez le découvrir. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent à cette toute nouvelle chaîne YouTube. Comme vous le savez, chaque année, on lance une nouvelle saison de Thread Horror, et cet épisode est un des premiers épisodes de cette toute nouvelle saison de Thread Horror. Installe-toi et prends tes petits popcorn. Les policiers ont bien sûr fouillé les alentours pour trouver de quoi identifier le corps. C'est en explorant la grotte qu'ils ont découvert quelques affaires, comme si l'homme s'en était débarrassé, en se débattant et en courant. Ses papiers d'identité et d'autres effets personnels ont été découverts. Mais le plus important, c'est le petit carnet relié cuir qui a été découvert au fond de la grotte. Alors bon, j'imagine qu'à ce moment-là, vous vous demandez peut-être, alors c'était qui ce mec? Eh bien, voici qui il était vraiment. L'homme s'appelait Ulrich et avait à peine 26 ans quand il est décédé. Mais c'est d'abord l'autopsie qui va révéler des choses étranges. L'homme serait mort de vieillesse. Ok, là, c'est un des trucs les plus bizarres de cette première affaire, d'ailleurs c'est un des trucs qui m'a le plus passionné quand je suis tombé sur cette enquête, c'est qu'on a en face de nous des policiers qui sont genre hyper rationnels, tu vois, qui tombent sur un cadavre. Et le cadavre en fait, il est pas mort parce que quelqu'un l'a abattu, parce que quelqu'un l'a fait du mal, non, il est mort de vieillesse, à 26 ans. Vous allez me dire que c'est impossible, et pourtant, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que l'autopsie a révélé. Alors qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé? C'est alors que les autorités se sont penchées sur son fameux carnet, qui va s'avérer être très instructif. Avant tout, parlons d'Ulrich. À 26 ans, il était coach sportif en freelance et avait particulièrement bien réussi dans son domaine. Il adorait plus que tout la nature et la marche. Et c'est pour cela qu'il avait décidé de faire une randonnée d'une semaine dans les Pyrénées. Finalement, les policiers ont décidé d'analyser le carnet qu'ils ont trouvé plus loin dans la grotte. Aucun d'eux n'était préparé à la révélation que ce carnet contenait. Alors oui, je tease, je sais, mais je vous préviens, la révélation qu'il y avait à l'intérieur de ce carnet, elle est vraiment bouleversante et vous allez la voir. À l'intérieur du carnet, en fait, il y a un truc plutôt marrant, c'est que le gars fait un journal de bord. Et donc on peut comprendre rapidement, en lisant le journal de bord, qu'est-ce qu'il s'est passé, en fait. La première note qui nous intéresse provient du vendredi 7 juillet, à 14h. C'est quelques jours avant que les deux personnes fassent la découverte de son cadavre. Il est l'heure. Cet après-midi, je pars à l'assaut des Pyrénées et de ces magnifiques paysages. Je suis vraiment excité. Une semaine seule avec la nature. Je sais que ça va me faire le plus grand bien. J'avais tellement hâte de repartir seul pour me retrouver, souffler un peu. Entre le travail et le reste, je ne parvenais plus à trouver le temps pour moi. Il faut le dire, Lydie, qui est sa copine, m'étouffe. Alors
partir loin. Oui, je pense que c'est la meilleure idée que j'ai pu avoir ces derniers temps. J'aime Lydie de tout mon cœur, mais sa jalousie devient franchement problématique. En espérant que cette semaine m'aide à faire le bon choix. Clairement, ça n'a pas l'air d'être la grande joie pour lui en ce moment. Mais est-ce qu'elle aurait quelque chose à voir avec ça? Peut-être que c'est bien plus bizarre ce qui s'est passé en fait. Hein, on n'apprend rien de très important au départ. C'est plus tard que ça devient intéressant. Je vous passe les 2 jours de description d'arbres, de forêts et de nuits étoilées, et on va directement passer au lundi 10 juillet. 10h26. Le petit groupe que j'ai rencontré hier était vraiment sympa et on a passé toute la soirée à parler, jusqu'à tard la nuit. Ils m'ont indiqué quelques beaux coins dans les environs, alors je compte bien y faire un tour. Il y a une grotte un peu reculée que j'aimerais voir aussi. Je pense y être au milieu d'après-midi et prendre quelques photos pour mon book. Manifestement donc, rien à signaler de bizarre à ce moment-là. C'est un peu plus tard que les ennuis vont apparaître. 14h15. Je sais que je me suis arrêté il y a moins de 2 heures, mais je viens de voir des choses étranges. Il y a des traces de pourriture sur certains arbres. Pas des grosses traces, mais quand même assez étrange pour que j'aille jeter un coup d'œil. C'est sur mon chemin, de toute façon. On apprend donc à ce moment-là que le mec trouve les mêmes traces bizarres que les 2 personnes qu'on a vues au début de la vidéo. Ça, par contre, ça a un lien. Vous allez le voir. 14h51. C'est de plus en plus étrange. Il y a de plus en plus de traces, et trop désordonnées pour que ça soit naturel, je pense. Comme si une bête pouvait causer ce genre de phénomène. C'est vraiment très étrange. Il faut que j'aille voir. Ok, là ça devient de plus en plus bizarre. Comment ça, une bête pourrait causer des traces sur des arbres? 15h02. Je crois que ça se confirme. Il y a comme des traces de pas. Et ce n'est pas loin de la grotte où je dois me rendre. J'hésite à y aller. Maintenant. La chose n'a pas l'air d'être entrée dans la grotte. C'est comme si l'herbe sur laquelle ça avait marché était morte, desséchée, pourrie. Et l'odeur. Ça commence à sentir vraiment mauvais dans le coin. Comme s'il y avait un animal mort, un corps en décomposition pas loin. C'est immonde. Je vais voir s'il y a du danger, je verrai après. Vous l'aurez compris, ce choix-là, c'est un des pires choix qu'il a fait de sa vie, je pense. Et vous allez très vite le comprendre pourquoi. 15h06. Pas de danger. Il n'y a pas d'animal. Aucune trace en tout cas. Je descends dans la grotte. C'est de plus en plus sombre ici. Et l'odeur est effroyable. Heureusement, j'ai une lampe frontale. Le fond n'a pas l'air très loin. Ok, on comprend à ce moment-là qu'il descend dans la grotte, petit à petit. Ça me met pas bien. Voilà, sachez-le, j'aime pas trop les grottes, donc là vraiment, entendre ça me fait peur. 15h13. J'ai enroulé mon visage dans un fouloir avec de l'eau de Cologne. L'odeur est insupportable et je commence à me sentir très mal à l'aise. Je me demande si je devrais pas remonter. 2 minutes plus tard, il ajoute une note. Je vais appeler la police. Il y a un corps en décomposition assis dans le fond de la grotte. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je dois remonter. Il se passe quelque chose de pas net. Le cadavre vient d'ouvrir les yeux. En gros, le mec descend tout au fond de la grotte, tombe sur un cadavre en décomposition. Cadavre qui, alors qu'il est en train d'écrire une note, ouvre les yeux. C'est la dernière note qu'on a eue de ce mec. Vous comprendrez donc que le cadavre en décomposition était peut-être pas un cadavre en fait. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont là les dernières lignes écrites dans le journal d'Ulrich. Elles ont manifestement été écrites sous la précipitation, et les agents ont été obligés de les décrypter. Les notes ont été données à différents services, et tous ont noté les mêmes phrases. Selon les enquêteurs, quelque chose se serait réveillé, ce qui aurait effrayé Ulrich, qui a pris la fuite, pour laisser évidemment toutes ses affaires personnelles dans la grotte. Pour la suite, personne ne la connaît. La seule chose qu'on a, c'est un corps qui semble décomposé depuis plus d'une semaine. L'affaire est rapidement enterrée malgré une famille et une petite amie qui attendent des réponses. Mais leurs appels sont malheureusement restés vains. Évidemment, messieurs, dames, on a rapidement eu les réponses à ces questions-là. Et les réponses, elles sont à l'intérieur de la fondation SCP. En fait, ce qu'a croisé le pauvre Ulrich a été plus tard classifié comme étant le SCP-106. Et ce truc-là, il est complètement écœurant. Il ressemble à un homme âgé en état de décomposition avancée. Il est terriblement agile et rapide. Il peut rester immobile pendant des jours en attendant une proie. Comme vous l'avez compris, tout ce qu'il touche pourrit très vite et entre dans un état de décomposition avancé quelques secondes après le contact. Heureusement pour les 2 randonneurs, ils ne sont pas allés plus loin et ils ont ainsi échappé à la créature. Les policiers se sont demandé si Ulrich n'avait pas divagué et s'il n'avait pas inventé cette histoire sous l'effet de la déshydratation. Mais après autopsie, il était déterminé qu'Ulrich ne souffrait ni de la faim ni de la soif. Officiellement, la cause de la mort n'a jamais été révélée. Et on ignore tout de ce qu'il s'est passé. Officieusement, la rencontre du jeune randonneur avec le SCP-106 est évidente, et tout est fait pour que l'information ne filtre pas. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, ça n'a pas été le cas. Ulrich aujourd'hui a été enterré, et on a fait pas mal d'autres observations du SCP-106, faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'a toujours pas été attrapé. On imagine qu'il ressemble à un cadavre du coup, et que si un jour tu croises un cadavre dans une grotte, je te conseille de partir en courant. Passons à la seconde affaire déclassifiée. Voici la toute première observation de ce second SCP. Et vous allez voir à quoi il ressemble évidemment un petit peu plus tard. Nous sommes le 15 mars à 9h06. Le Santa Cruz est un bateau de croisière qui vogue dans les eaux de l'Atlantique,
qui parcourt les côtes du Brésil. Cela fait 10 ans à présent que le capitaine Marcílio Alves travaille sur ce navire, dont il est très fier. Il accueille les clients avec le sourire, et c'est un homme à qui on peut faire confiance. Il n'a jamais eu de problème majeur, que ce soit avec les croisiéristes ou avec son bateau. Ce matin-là, le temps était plutôt beau et chaud. La mer était calme. Je rappelle qu'on est dans l'hémisphère sud, c'est le début de l'automne là-bas. Le début de la matinée se passe à merveille. Il fait le tour de toutes les tables du petit déjeuner, salue avec dévotion et aimabilité les passagers présents avant de s'asseoir à son tour pour manger. Il a à peine eu le temps de boire une gorgée de café que son capitaine en second entre en trombe dans la salle à manger. Ils ont reçu un message inquiétant dans un grand bateau de pêche, au sud, là où ils se dirigent. Ils ont préféré se montrer calmes devant les autres passagers pour ne pas effrayer qui que ce soit. Le message que le bateau va interpréter à ce moment-là, c'est le message suivant. Et je vous préviens, quand j'étais petit, il m'a traumatisé. Attention, forme mouvante sous l'eau, taille non identifiée, massif. Imagine à quel point tu dois te sentir mal si t'es dans un bateau tranquille et que tu reçois ce message, genre il y a un truc grand qui bouge sous l'eau actuellement. Ça met clairement pas bien, on est d'accord? Et c'est tout le plot de cette deuxième affaire, vous allez voir, elle est vraiment surprenante. Ce message laisse le capitaine assez perplexe. Dans ce coin-là de l'Atlantique, une forme mouvante, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce sont les messages vocaux d'après qui sont un peu plus inquiétants. En effet, en plus du message en morse, il y a ce message vocal qui a été reçu. Écoutez bien parce que c'est vraiment surprenant. Alerte, nous pensons que cette forme que nous avons aperçue est en réalité un monstre marin gigantesque. Nous essayons de quitter la zone. Ce truc est énorme. Rejoignez le port le plus proche. Ça n'est dangereux. On ne dirait pas, mais ça bouge. Rentrez vous mettre à l'abri. Vite. Ce truc fait des kilomètres et des kilomètres de long. C'est pas possible. Fouignez. Ça remonte. On essaie de partir. On n'y arrivera pas à temps. SOS. SOS. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les derniers messages reçus du capitaine Marcílio Alves. Le Santa Cruz, le bateau, n'a capté aucun autre message. Ils ont immédiatement contacté les bateaux aux alentours et les secours. Alors évidemment, cette histoire aurait pu s'arrêter là. Un message bizarre, mais non, ça ne s'arrête pas là. Évidemment. Vous savez évidemment que sur cette chaîne YouTube, je traite uniquement d'affaires qui sont passionnantes. Et pour que ce soit passionnant, il faut que l'affaire soit partie un petit peu plus loin que ça. Quelques dizaines de minutes après avoir donné l'alerte, une alerte d'un tout autre genre leur parvient. Une alerte de la plus grande urgence. Un mouvement marin des plus inhabituels a été remarqué. Regagner la terre immédiatement. Les risques le chef d'éléments de noyade sont énormes. Joabet, regagner la terre immédiatement. Le capitaine et son second ont immédiatement pris les choses en main. Il a envoyé ses coordonnées au secours et a pris la direction du port le plus proche. Du moins, c'est ce que disait son journal de bord quand il a été retrouvé. Car oui, vous l'avez sans doute deviné, le Santa Cruz n'est jamais arrivé à bon port. Il a chaviré à quelques kilomètres à peine de la côte. La majorité des passagers ont pu être sauvés heureusement, mais le capitaine Marcílio Alves n'a jamais été retrouvé. Il aura sans doute péri dans les naufrages de son navire. Une enquête a été ouverte. Officiellement, rien n'a pu expliquer ce phénomène des plus curieux, qui a causé tout de même des dizaines et des dizaines de morts et encore plus de blessés. L'affaire a été classée sans suite au bout de quelques mois et les familles n'ont reçu ni explication ni compensation. Alors, que s'est-il passé? Ceci, les policiers malheureusement n'arrivent pas à l'expliquer, mais la fondation SCP a jeté son nez à l'intérieur de cette affaire et en a tiré quelques conclusions. Le Santa Cruz a sans doute croisé un des monstres les plus gigantesques recensés par la fondation. Il s'agit du SCP-169, plus communément appelé le Léviathan. C'est un monstre marin qui se déplace autour de l'Amérique du Sud, qui se déplace comme il peut, parce que cet arthropode marin mesurait entre 2000 et 8000 km. Je sais pas si vous réalisez la taille du truc, ce sont pas des mètres, ni des centaines de mètres, non, on parle de milliers de kilomètres, les gars. C'est monstrueux. Nous ne connaissons presque rien de ce SCP. Il semble être le seul de son espèce à voguer dans l'océan. Et heureusement, vu les dégâts qu'il pourrait causer. Déjà que sa masse provoque régulièrement ce genre de choses. Il serait bon que ça reste calme. Vous imaginez le carnage que pourrait provoquer ne serait-ce qu'un mouvement de ce truc? Il daterait apparemment de la préhistoire. Et oui, il est apparemment toujours en vie. C'est incroyable comme ce monstre peut à la fois être effrayant et fascinant en même temps. Il est beaucoup trop volumineux pour être contenu et potentiellement très dangereux. On passe au prochain? Avez-vous déjà entendu parler du SCP-407? Sinon, voici sa toute première observation. Un soir de mai, aux environs de minuit, 3 silhouettes se faufilent dans le noir. David, 19 ans, et sa bande de copains un peu rebelles ont l'habitude de sortir la nuit pour visiter les bâtiments abandonnés où ils font de l'urbex. Alors il faut savoir qu'ils vivent dans une ville où ce genre de choses est particulièrement réglementé et surveillé. C'est en voulant défier la police qu'ils ont commencé l'exploration de bâtiments abandonnés. Et ils ont pris goût. Ce soir-là, ils ont décidé de visiter une ancienne école qui contenait 3 bâtiments, et ils veulent visiter les 3 sans se faire prendre. Bien sûr, les 3 jeunes hommes se sont donné rendez-vous à 11h, pas loin de l'espace interdit. Les patrouilles qui protègent les zones abandonnées sont assez fréquentées, mais l'école fait l'objet d'une interdiction spécifique. Les garçons se sont renseignés, et il y a eu apparemment déjà un mort dans cette école. On n'a jamais retrouvé la cause, mais ça intrigue beaucoup trop le petit groupe de potes. Il avait tout prévu, cordes, lampes, baskets de rechange, couteaux, gants, tout.
Ils étaient toujours très bien préparés. Ils se retrouvent à l'heure, à l'endroit dit, des rubans de la police entourent encore l'établissement. Ils sont presque certains que les scellés sont encore en place. Ils ont vérifié l'heure de passage des voitures de police et ils auront une dizaine de minutes pour atteindre le premier bâtiment et y rentrer, sans allumer la moindre lumière pour ne pas se faire repérer. C'est la première fois qu'ils doivent se montrer aussi prudents. Sans cela, ils se feraient choper tous les trois et ça serait la fin de leurs escapades et possiblement de leur liberté. Comme ils se doutaient, les portes étaient scellées et les couteaux leur servaient à ouvrir les portes et rentrer. Ils ont à peine le temps de s'effondrer contre la porte qu'ils ont entendu une voiture passer doucement devant l'établissement. Les policiers sont assidus et font le tour de l'établissement très régulièrement. Peut-être même un peu trop. Mais ils diraient sans doute que c'est pour la sécurité de leurs citoyens. Ou alors, c'est que cet endroit cache un secret vraiment bizarre. C'est pour ça que des policiers sont régulièrement sur place. Les garçons commençaient à explorer. L'école avait des allures de place fantôme qui aurait parfaitement sa place dans un film d'horreur. Heureusement, les garçons n'étaient pas froussards. Même s'ils ont frissonné à plusieurs reprises, les ennuis ont réellement commencé lorsqu'ils sont entrés dans le second bâtiment. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me demander? Il y a eu un vacarme énorme et un cri. David et leur dernier ami Théo se sont précipités près de lui. Ils sont obligés d'allumer leur lampe torche, tant l'obscurité les handicape. Pour trouver leur ami, c'est nécessaire. Inutile de provoquer un autre accident. À ce moment-là, il remarque un truc plutôt flippant. La jambe gauche de Ben a traversé le sol, ce qui a provoqué sa chute et son cri. Au premier coup d'œil, rien de grave. Mais vous le savez tous, un malheur n'arrive jamais seul. Les trois garçons ont décidé de remettre leur exploration à plus tard et de quitter le site, ce qui semble être la solution la plus raisonnable. Mais chose à laquelle ils n'ont pas pensé sur le coup de l'action et de l'adrénaline, ils ont allumé leur lampe et leur présence n'est pas restée inaperçue. C'est en sortant par l'arrière du bâtiment qu'ils ont vu les lumières bleues et rouges. La voiture de police s'est sans doute garée à l'avant. Ils ont alors pas le choix à ce moment-là, ils doivent fuir. Et dans quelle direction ils partent pour fuir la police? Ouais, tu l'as compris. Ils repartent à l'intérieur de l'école abandonnée. C'est une école un peu bizarre parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a eu un mort dans cette école. Et depuis, elle a fermé. On sait pas trop pourquoi, ni qu'est-ce qui se passe. Alors c'est étrange, hein? Les trois amis se mettent alors à courir, mais avec une cheville blessée. Benjamin ne peut pas aller bien loin. Alors les trois garçons décident de se séparer, en se promettant de ne pas dénoncer les autres si jamais l'un d'eux se fait prendre. David fonce vers le bâtiment du fond de la cour. Les policiers ne penseront sans doute pas à le chercher dans le coin. Ce n'est qu'après être entré dans le bâtiment qu'il se souvient d'une chose glauque. La personne morte a été retrouvée dans ce bâtiment. À ce moment-là, c'est peut-être le moment où je vous dévoile une information importante sur cette affaire. Je vous ai dit qu'il y avait eu un mort. Eh bien, c'est pas la vérité. En fait, ce que je vous ai dit, c'est ce que les amis de David pensent, car David a dit à ses amis qu'il y avait eu un mort dans cette école. Mais c'est pas le cas. En fait, l'école a fermé parce qu'il y a eu plus d'une dizaine de morts dans l'école, dans la même semaine. Alors l'école a fermé et tous les élèves ont été migrés à un autre établissement. On ne sait pas à l'heure actuelle pourquoi tous sont morts dans la même semaine dans cette école. Qu'est-ce qu'il s'est passé? David s'en souvient parfaitement de toutes les recherches qu'il a pu faire sur le sujet. Mais il doit ravaler sa peur. De toute façon, il n'a plus le choix. S'il ressort, il se fera prendre par la police. Il en a conscience. Alors il décide d'avancer et de trouver une salle dans laquelle il peut se cacher et attendre. Il se retrouve alors dans une salle qui ressemble à une bibliothèque vide. L'odeur qui s'y trouve est particulièrement étrange. Assez indescriptible en réalité. Il ne sait pas d'où ça vient. Et à la longue, elle est même assez désagréable. Personne ne viendrait le chercher ici. Il en est certain. Alors il s'installe dans un coin de la salle et attend. À ce moment-là, sachez que David est seul. Le groupe d'amis s'est séparé, chacun trouvant une petite planque en espérant se cacher à cause de la police. Quand soudain, il entend un truc. Cette affaire, je l'avais déjà vue à l'époque, et sachez que cette petite partie-là m'a un peu traumatisé, donc je permets de faire un disclaimer. Si vous avez peur, quittez la vidéo. Fin du disclaimer. En gros, le mec regarde le plafond, et il entend des enfants chanter. Pas juste un enfant, non, il entend vraiment une salle de classe en train de chanter, dans une école abandonnée, dans laquelle il y a plus personne, complètement délabré, perdu. La chanson s'arrête brusquement, puis plus rien. 2 heures plus tard, la police pénètre dans le bâtiment. Théo et Benjamin, ses deux potes, ont tous les deux été attrapés et transportés au poste de police. Ils sont assez connus en ville, donc très vite, les officiers ont compris qui était la troisième personne qu'ils cherchaient. David n'étant pas rentré chez lui, ils cherchent dans tous les endroits aux alentours où il aurait pu se cacher, dont ce bâtiment. Ils entrent discrètement, personne n'aurait pu les entendre. 2 agents se dirigent vers la bibliothèque, et là, une odeur pestilentielle les agresse dès qu'ils mettent un pied dans le couloir. Des champignons ont envahi le sol et les murs. La moisissure est partout. C'en est presque étouffant. Tout est très calme. Les deux policiers entrent dans la bibliothèque et ne peuvent que constater le carnage. Il y a clairement eu une invasion fongique de champignons dans cette salle. Des lianes, des plantes et même des arbustes ont pourri. C'est alors qu'ils vont pour partir que leur lampe torche tombe sur une forme étrange, une forme presque humanoïde. Un arbuste lui sort de l'estomac. Il est couvert de plantes moisies et de champignons. Les autres agents sont immédiatement prévenus et les scientifiques sont tout de suite envoyés sur place. L'autopsie est un enfer pour le médecin qui déclare assez vite que si le jeune homme n'était pas mort étouffé, l'éclatement de son estomac l'aurait achevé.
Le test ADN confirme qu'il s'agit bien de David. Les agents des forces de l'ordre n'ont pas pu le reconnaître tant il a été défiguré par les plantes qui ont poussé sur son corps. La famille du jeune homme a demandé réparation et a essayé de faire porter la faute sur les deux garçons qui accompagnaient David. Les deux jeunes gens ont dû faire des travaux d'intérêt généraux, mais ils n'ont pas été inculpés pour le décès de David, qui a été jugé maître de ses actes et en pleine possession de ses moyens au moment de sa mort. Aujourd'hui, la version officielle dit qu'il s'est achoupé, qu'il est tombé et qu'un arbre a fait son travail. Évidemment, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ou du moins, c'est pas la version de la fondation SCP qui a, elle, une version bien différente des faits. En réalité, David, selon la fondation SCP, aurait rencontré le SCP-407, baptisé The Song of Genesis, la chanson de Genesis. En fait, ce SCP, il est plutôt fou, il s'agit pas d'une créature, mais apparemment d'une mélodie. C'est une mélodie chantée par un chœur a cappella qui dure une trentaine de minutes. C'est après les premières minutes que vient le réel problème. En réalité, ce SCP enclenche d'une génération cellulaire très rapide. En gros, dans les premières secondes, la personne va vraiment commencer à se sentir en meilleure santé et en meilleure forme physique. Ses cicatrices commencent à disparaître, sa masse musculaire se développe et finalement, en 2 minutes, on a une santé de fer. La suite est beaucoup moins glorieuse. Après 3 minutes 30, la personne commence à avoir mal au ventre, puis à vomir des plantes qui s'enracinent immédiatement dans le sol. Des rougeurs et des grosseurs se forment sur sa peau. La douleur est intense, on commence à avoir du mal à respirer. Et ce n'est qu'après 3 longues minutes de souffrance que la personne arrêtera de bouger. Très certainement étouffée par les plantes qui poussent à l'intérieur de son corps. Petit truc assez marrant, l'effet de la musique va pas agir seulement sur le mec, il va aussi agir sur les plantes, sur l'environnement aux alentours, etc. On raconte à l'origine que c'était les personnes qui avaient chanté ce chant étaient un groupe d'école, une classe, qui est subitement décédée au même moment, alors qu'ils chantaient cette musique. Depuis, c'est une sorte de malédiction bizarre. Du moins, c'est la théorie de la fondation SCP et je la trouve vraiment passionnante. 26 juillet, au large des côtes de la Floride. Le temps est superbe, comme souvent en Floride. C'est un jour parfait pour aller se balader en bord de mer. Malgré la chaleur, d'autres ont préféré prendre le large et se promener en mer le temps de quelques heures. C'est le cas de Mike et sa petite amie Jessica. Les deux amoureux venaient de finir leur lune de miel et ont invité leurs deux amis, Peter et Violette, à les rejoindre durant leurs vacances pour profiter du charme de la Floride. Les 4 amis profitaient donc de leur semaine, une semaine bien méritée, le plus souvent sur la plage. Mike étant un passionné de sorties en mer, il avait persuadé tout le monde de louer un bateau pour la journée et de partir pour une petite excursion. Les deux couples ont décidé de passer la soirée et la nuit en mer. Ils ne devraient revenir que le lendemain matin. Mike a pris les commandes du bateau et tout le monde est content de vivre cette journée, qui sera sans doute mémorable. Après avoir filé à travers le vent et les flots pendant quelques dizaines de minutes, l'embarcation se stabilise et les voilà, tous les 4, seuls au milieu de l'océan. J'adore les embarcations, voilà, sachez-le. J'en ai pas fait depuis que j'ai 14 ans, mais je rêve d'en faire depuis. Enfin, je rêvais d'en faire, jusqu'à ce que j'apprenne l'existence du SCP qu'on va voir là. La journée est particulièrement belle et l'eau limpide. Quand Mike propose à tout le monde de faire un peu de plongée, les deux jeunes femmes ne sont pas très emballées. Elles préféraient rester à bronzer sur le pont du bateau. Peter, lui, est partant. Il est aussi très amateur de plongée, ce qui les rapproche beaucoup Mike et lui. Les deux garçons se mettent à l'eau et commencent leur exploration de surface. Il ne leur faut pas longtemps pour repérer un phénomène qui les fait tiquer. Un corail leur paraît un peu étrange dans le fond. Le corail semble gigantesque vu de loin, mais paraît encore plus massif vu de près. Plus les hommes s'avancent, plus ils sont impressionnés par le volume du récif et son aspect. Il ne ressemble pas vraiment à ce qu'ils ont pu voir avant. Ils s'approchent de plus en plus près. Ils remarquent assez facilement que ce corail est moins attirant que ceux très colorés qu'on peut voir dans les films, mais aussi qu'il est recouvert d'une fine pellicule étrange. Alors qu'ils observent le récit, les deux amis ne voient pas les larges tentacules qui se déploient autour du corail, trop absorbés par les polypes. C'est alors que soudain, un des tentacules s'enroule autour de la cheville de Peter et le tire vers le fond. Paniqué, Mike tente de le rattraper, mais tout se passe très rapidement. Il ne sait plus où est son ami, ni même ce qu'il peut le faire pour l'aider. Ils n'ont aucun moyen de communication. Mike évite de justesse un tentacule et remonte vers le bateau. Il est si paniqué qu'ils ont du mal à expliquer à ses compagnes ce qui se passe. Mike doit récupérer ses esprits et il passe immédiatement un appel radio au secours. L'attente est insoutenable. Ils sont là, au milieu de l'océan, à attendre que les secours viennent aider son ami. Il est même tellement angoissé par son ami qu'il va se jeter plusieurs fois à l'eau pour essayer de ramener Peter. Mais les tentacules le tiennent à distance. C'est agressif et brutal s'il s'approche trop. Les secours mettent plus de 40 minutes à arriver. Mike est sur les nerfs, Violette pleure et Jessica tente de garder son calme. 3 plongeurs armés sautent immédiatement et les 3 autres sont immédiatement pris en charge par d'autres sauveteurs et placés en sécurité loin du danger. L'attente les rend fous. Ils n'ont aucune nouvelle et au bout d'une douzaine d'heures, Peter n'a pas encore été retrouvé. Les sauveteurs leur ont dit de se préparer au pire. Malheureusement, la nouvelle est tombée 2 jours plus tard. Le corps de Peter a été retrouvé, dérivant sur la plage. Sa bouteille était percée. Le décès de Peter a brisé les 3 amis qui n'ont plus aucun contact aujourd'hui. Jessica s'est isolée pendant plusieurs mois et elle refuse encore de parler à Mike, qu'elle tient responsable de la mort de l'homme qu'elle aimait. Une enquête a été ouverte évidemment, mais encore une fois,
fois, l'affaire reste sans issue, sans réponse, malgré toutes les personnes qui en attendent encore aujourd'hui. Alors évidemment, j'imagine que tu te demandes qu'est-ce qu'il s'est passé, bordel, ce jour-là, hein? Eh bien, j'ai la réponse, bien sûr. Il se pourrait bien que Peter et Mike soient tombés sur le SCP-835, qui est en fait un récif corallien pesant environ 8 tonnes. Le polype le plus gros est au centre, et il fait 3 mètres de diamètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Le récif est pourvu de tentacules ancrés dans le sol, qui permet au récif de se nourrir. Le SCP-835 est extrêmement dur et peut grossir jusqu'à plus de 22 kg par jour. 22 kg, c'est le poids d'un enfant de 6 ans. Mais heureusement, certains composés chimiques le forcent à se replier sur lui et à ne pas grossir pendant 24 heures seulement. Ce SCP n'est pas forcément hostile, mais quand il l'est, il vaut mieux ne pas être proche de lui, car il se montre très agressif. La Fondation est obligée de le confiner en plein océan à cause de ce comportement. Personne ne peut l'approcher à plus de 5 mètres sous peine d'être capturé et tué par le SCP. Il est bien entendu classé dangereux et comme il ne peut être pleinement confiné, il doit être surveillé constamment. Messieurs, dames, c'est le dernier SCP qu'on va traiter dans cette énorme enquête. J'espère que vous avez kiffé. Je te rappelle que tu peux évidemment cliquer sur ton écran là pour continuer à passer la soirée avec moi. Et pour les autres, rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Noah, bye.